Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invitée aujourd'hui est une passeuse de mémoire, magicienne du fragment, artiste plasticienne et sculptrice. Loa Jnen rassemble et réinvente. Sous ses mains, ce que l'on croyait perdu devient assemblage, sculpture, personnage. Elle travaille le verre avec une délicatesse rare. Elle nous rappelle que dans nos propres brisures réside souvent une force insoupçonnée. En tout cas, au-delà de la matière, c'est l'humain qu'elle explore et on va justement en parler de cet art, de ce travail avec vous, Loa Jnen. C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Mélim Khamlichi de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, on va parler un petit peu de vos œuvres, souvent des objets en tout cas, des objets oubliés, on va dire. Des fragments, vous travaillez avec le verre, la porcelaine, l'argenterie, en tout cas plusieurs matériaux possibles. Comment d'abord choisissez-vous les pièces sur lesquelles vous allez travailler? Alors en fait, je ne choisis pas les pièces sur lesquelles je vais travailler. C'est elles qui vous choisissent. Elles me choisissent. En fait, j'ai toujours été passionnée d'objets. J'ai toujours été passionnée par les formes, comme vous dites, oubliées, par les objets abandonnés, par les matières qui portent la trace du temps. Donc j'ai toujours été très passionnée par la brocante. Et mes voyages, c'est ma première destination. Mon premier réflexe, c'est d'aller dans les brocantes, chiner, chercher des objets qui vont me raconter une histoire. Et donc tout au long de ma vie, j'ai accumulé un tas d'objets qui racontent des tas d'histoires. Et aujourd'hui, j'ai commencé à les assembler en 2008. Ça a été une démarche complètement inattendue, même de ma part, c'est-à-dire spontanée. Il n'y a pas eu de déclic? En fait, pas du tout. J'ai toujours eu cette capacité à regarder les choses autrement, à regarder les choses à l'envers. Et puis aussi cette capacité à regarder un personnage partout. Par exemple, dans le marbre, je vais tout de suite voir un œil qui me regarde. Dans les nuages, je vais être passionnée par ce que me racontent mes nuages, quand il y a des visages qui traversent le ciel. Et donc, voilà, donc un jour, tout ça a pris un sens. Et face à des objets que j'ai regardés autrement, eh bien, j'ai créé une figurine. C'est-à-dire que les objets que moi je regarde, vous, par exemple, dans une tasse de café, vous verrez une tasse de café, moi je verrai une expression. Dans une assiette, vous verrez une assiette, moi je verrai un chapeau. Dans un coquillage, je verrai une expression. Dans un vase, donc, je vais voir une présence. C'est une capacité à lire imaginer, un petit peu le monde qui nous entoure finalement, mais différemment. Complètement différemment. Et donc c'est cette lecture qui a fait que j'ai inversé des objets, créé des objets à partir d'objets de recyclage. Donc ma démarche artistique, c'est sculpture, peinture, assemblage et art de la récupération. Et ça crée des personnages. Et ça crée des personnages. des personnages marrants, originaux, drôles. Un petit peu à votre image peut-être. Peut-être à mon image. Certainement. En tout cas, le verre, on le sait, occupe une place assez importante dans vos travaux. Pourquoi le choix de ce matériau particulier qui est fragile finalement? Alors, le verre, inconsciemment, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré les objets en verre. Ça a été, au début, quand j'étais enfant, c'était les petites figurines Swarovski, vous saviez qu'on trouvait, donc c'était le verre. Ensuite, j'ai été à Venise et puis j'ai découvert le verre de Venise, les verres soufflés, etc. Donc j'ai toujours été passionnée par et donc mon budget passait dans les achats d'objets en verre. Parce que d'abord, il y a cette beauté, il y a c'est translucide, c'est fragile, en même temps très fort. Et donc, et le verre, il peut se briser, on peut le reconstruire. C'est-à-dire, j'ai toujours eu cette capacité quand je vois un objet se casser, d'en faire autre chose, de le recoller à ma manière, de le réparer. Et donc, ça nous rappelle aussi notre fragilité. Malgré les petites fissures, finalement. Malgré les fissures, j'en fais, vous savez, des objets comme celui-ci. Il y a des fissures à l'intérieur et vous ne les verrez pas. Et ça donne encore quelque chose de beaucoup plus beau. Tout à fait. Et assez original aussi. Je dois l'avouer. En tout cas, beaucoup de vos sculptures, de vos figurines présentent deux visages, deux facettes, en tout cas pour une précédente exposition. Pourquoi ce choix de double visage, double facette? Ce choix de double visage, eh bien, c'est-à-dire que quand j'ai commencé ma première œuvre, la première fois, j'ai fini et je me suis dit non, c'est pas fini.
je retourne l'œuvre, je me dis, je regarde, c'est-à-dire dans ce que je vois quand je retournais l'œuvre, ben, c'était une autre expression qui m'est venue. Même œuvre. La même œuvre, j'ai retourné, j'ai trouvé une autre expression. Et donc forcément, je me suis mis à assembler des objets qui vont me donner cette expression. Et donc je vais assembler différents objets qui vont me donner, qui vont rappeler, qui vont aller avec cette expression. Et donc ça fait que dans mes œuvres, il y a plusieurs facettes. Il n'y a pas qu'une, parce que parfois on a des œuvres, bon celle-ci, vous savez que celle-ci, elle est complètement fracassée. Et ça ne se voit pas à l'image, en tout cas. Elle est complètement fracassée. Si vous voyez le travail d'orfèvrerie qu'il y a eu par rapport à ces petites perles que j'ai collées, etc., pour cacher, parce qu'elle avait une expression tellement belle que je n'avais pas envie de la jeter. Je n'avais pas envie de jeter les œuvres, enfin les objets. Et donc, voilà, donc, mais pourquoi recto verso, c'est comme ça. Et en fait, il y a parfois dans des œuvres, dans celles que j'expose en tout cas aujourd'hui à la galerie de Abla, il y en a une, c'est 5. Il y a 5, 1, 2, 3, 4, 5 facettes. On les voit de côté, on les voit de face, parce que quand j'ai retourné... À chaque fois, ça donne un visage différent. Il y a une lecture, voilà, il y a un regard, il me manquait des regards, j'ai juste mis les yeux pour que ça donne une figurine. Incroyable. En tout cas, est-ce qu'il y a toujours une réflexion entre l'ombre, la lumière aussi, quand vous assemblez un objet? Est-ce que vous y pensez à la lumière? Alors, ombre et lumière, en fait, c'est juste une métaphore. C'est-à-dire que, bien sûr, dans le verre, il y a de l'ombre, il y a de la lumière qui surgit dès qu'on change l'objet de position, mais il y a aussi ce côté ombre qu'on a nous, qu'on ne veut pas voir, et puis cette lumière qu'on aime montrer. Et donc, nous, en tant qu'être humain, eh bien, on a ce côté lumière qu'on veut montrer, c'est un masque. Il y a le côté caché, secret qu'on ne veut pas montrer, puis il y a le côté qu'on ignore complètement. Et c'est ça le côté ombre. C'est lequel que vous essayez de révéler dans vos figurines d'habitude? Eh bien, c'est celui qui est caché? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. D'ailleurs, quand il y en a deux, c'est qu'il y en a un qui est parfois, on voit un visage qui est rayonnant, puis derrière, il y a un visage qui est triste. Là, ce côté ombre aussi qu'on ne veut pas voir, qu'on ignore. Et puis cette dualité qui peut exister en chacun de nous, finalement. Complètement. En tout cas, assembler des morceaux brisés pour créer une figure entière, c'est un acte quand même fort, presque un acte de résistance peut-être. Je ne sais pas si le terme est approprié ou s'il est un petit peu trop fort. Est-ce que vous voyez dans votre travail de création une espèce de métamorphose de la résilience et de la reconstruction aussi, peut-être vers la reconstruction? Alors, ce qui me passionne aussi, c'est vraiment de travailler des objets cassés, fracassés, d'accord, et de leur donner une seconde vie. Ça me donne une joie inouïe. Et d'ailleurs, vous faites le parallèle avec la reconstruction et la réparation humaine? Voilà, c'est-à-dire que, et puis quand je compare avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'une épreuve, on peut se sentir fracassé. Mais en fait, une épreuve, ça nous aide à grandir, à nous reconstruire et être encore plus forts. Et c'est là que la résilience intervient et la résistance dont vous parlez. En tout cas, vous dites souvent que vous avez commencé ce travail en vous amusant beaucoup. Comment faites-vous pour préserver un petit peu cette spontanéité dans la démarche, ce regard un petit peu innocent d'enfant, si on veut, qui découvre le monde comme s'il le découvrait pour la première fois? Alors, au final, mon objectif quand je fabrique un objet, voilà, celui-là par exemple, il a 5 faces. 5 faces. Voilà, 5 faces. Il y a recto verso, encore recto verso, recto verso et les 2 faces de côté, vous voyez, c'est aussi des faces très, très amusantes. Alors comment je fais pour garder ce côté enfant? Ben justement, c'est lorsque je suis dans mon état du moi enfant que j'aime produire. Parce que quand je suis dans cet état du moi, je suis libre de produire comme j'ai envie de produire. Je n'ai pas de frein. Et c'est ce qui me permet justement d'avoir cette liberté d'imaginer, et puis de me laisser aller à faire des choses parfois qui choquent. Mais bon, ça choque celui qui a envie d'être choqué. La lecture peut être différente en fonction de la personne qui observe, on va dire, et du background de chacun également. Et justement, par rapport à ce que vous dites, eh bien, chacun fait une lecture. Par exemple, par rapport à une même œuvre, on va avoir des gens qui vont vous dire « Oh, mais elle est méchante !» Et l'autre qui va dire « Oh, mais elle est marrante !» Et puis « Oh, mais elle a l'air triste !» Et enfin, chacun, il lit ce qu'il a envie de lire. Et chacun projette son émotion ou sa zone d'ombre, justement, sur cet objet. Parce que parfois, une personne, elle a des choses qu'elle ne veut pas voir en elle, et puis, toc, l'objet la ramène à ce qu'elle ne veut pas voir. Et donc, c'est aussi intéressant
d'avoir ces différentes lectures qui font que chaque être est différent et unique. Est-ce que c'est une manière aussi de vous ouvrir un petit peu vers le monde ou de partager une petite parcelle de vous dans chacune de ces œuvres? Mais forcément, dans chacune de ces œuvres, il y a une parcelle de moi. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, même dans, on va dire, les moments où je les produis, on voit dans la lecture, si on retrace mes œuvres, on voit que il y a eu des moments où je les ai produits, moments douloureux pour moi. Et donc, moi, au moment où je les vois marrantes, elles retracent ce ressenti de souffrance, on le voit à travers l'œuvre, et je ne m'en rends pas compte. Donc, mais on vous a déjà fait la remarque? C'est-à-dire qu'on a déjà ressenti cette émotion? Oui. Cet état d'esprit dans lequel vous étiez au moment où vous étiez en train de travailler? Oui, en tant qu'observateur. Oui, en tant que personne qui me connaît. Oui, me dit, tu vois, là, ton œuvre est très triste. Alors que moi, je considère qu'une œuvre n'est finie que quand elle me fait rire. Mais justement, j'allais y venir. Quelle place occupe l'humour et la dérision? Parce que effectivement, on sent que vous amusez beaucoup. En fait, on le sent. Donc, quelle place occupe l'humour un petit peu dans vos travaux? Alors déjà, l'humour, elle occupe une grande place dans ma vie. Déjà, donc c'est très important pour moi, l'humour. Je ne peux pas vivre sans humour. Je ne peux pas vivre sans blagues, sans histoire. J'ai vécu en fait dans un univers déjà petite, enfant, chez ma grand-mère, où il y avait beaucoup d'humour. D'ailleurs, ces personnages, je leur donne tous un nom de ces personnes que j'ai vécues chez ma grand-mère. Ils ont tous un nom marocain. Très marocain. Donc, toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, le Hajjaz qui était un personnage très, très drôle dans ma vie. Et donc, j'ai baigné dans l'humour. Et donc, forcément, j'ai envie de transmettre ça. J'ai envie que quand on voit cette œuvre, déjà, qu'elle me fasse marrer. Mais pourtant, elle ne fait pas souvent marrer. Mais bon, moi, c'est voilà, une œuvre comme ça, moi je l'appelle, il y a le fermèche, il y a l'usted, parce que bon là, c'est des lettres qui sont, vous avez vu, il y a le O, il y a le I, il y a et donc je les appelle en fonction de ce que j'y mets, et les noms sont très importants aussi pour moi, donc quand je donne un nom à une œuvre, c'est important pour moi parce que j'y retrouve moi. Donc on l'a compris, vous êtes très spontané dans votre démarche, toujours dans cette démarche artistique. Est-ce qu'il y a quand même des objets en particulier qui, eux, suscitent réflexion ou au moment de la création? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment au feeling, à l'émotion, ou c'est une idée qui mijote pendant quelques jours, un objet que vous avez peut-être collecté, comme vous le disiez tout à l'heure, dans une brocante et que vous imaginez pendant des jours avant de le créer? Comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu ce processus. Comme vous dites, mon travail commence d'abord par la rencontre avec un objet. D'accord, c'est un objet, je le regarde différemment, je dialogue avec lui. Et puis à partir de là, j'ai tous ces objets que j'ai accumulés dans ma brocante, que je dispose devant moi. Et en fonction de cet objet, de ce qu'il y a devant moi, et des couleurs qu'il a, etc., je vais essayer de prendre tous ces objets qui vont me donner cette expression que lui m'a offert dans mon premier regard. Et c'est à partir de là que je commence à assembler. Donc il n'y a pas d'écriture où je dessine d'objets, où j'y pense pendant des mois. Non. Donc c'est ce premier rapport, finalement, le premier contact avec l'objet qui définit une œuvre. D'une certaine manière. Tout à fait. J'ai pas de... Puisque quand vous la construisez, vous essayez de retrouver cette première image qui vous est apparue. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça. Et puis, bien sûr, j'ai des objets, mais il y en a toujours un qui m'attire. J'ai envie de le faire tout de suite. J'ai envie de... Tout de suite, il me parle. Tout de suite, il y a cette connexion qui se fait et je dors plus. C'est-à-dire, je le prends, je me réveille le matin et je vais tracer jusqu'à que l'œuvre soit finie à 5h du matin. Et c'est pas facile parce que c'est beaucoup de collages, beaucoup d'attentes, beaucoup de... Pour ne pas que... Voilà, c'est fragile. Oui, le verre, principalement le verre, effectivement, fragile mais fort, comme vous l'avez dit. Oui. Si on devait conclure un petit peu sur les projets sur lesquels vous travaillez actuellement, projets futurs peut-être que vous aimeriez annoncer au public? Alors pour l'instant, je n'ai pas de projet futur. Je suis juste en train de cogiter encore par rapport à mon... C'est-à-dire que j'ai envie de grandir un peu par rapport à ce travail. J'ai en tête des œuvres un peu plus grandes,
des œuvres avec lesquelles j'ai envie de partager avec un autre artiste, avec lesquels j'avais déjà fait un 4 mains lors de ma première expo. Je lui en ai parlé, je lui ai dit que j'irais le voir. Et voilà, donc j'ai ma petite idée pour faire quelque chose d'un peu plus grandiose. Vous avez parlé tout à l'heure de mélanger peut-être les matières, voilà, d'en introduire de nouvelles. Voilà, introduire de nouvelles, mélanger, et mélanger surtout les écritures. C'est-à-dire que cet artiste-là, j'ai beaucoup de respect pour lui. On a fabriqué 3 œuvres ensemble lors de ma première expo et elles sont uniques, incroyables. Et là, j'ai envie de revenir vers ça et je vous en parlerai le moment voulu. On a hâte en tout cas de découvrir tout ça. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était un et plaisir. je voulais aussi à travers cette émission remercier Abla Babou quand même, pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance, qui a été la première à encourager mon travail, à m'exposer en solo en 2010 déjà. Et donc voilà. Merci à vous. Je vous remercie. C'est la fin de l'invité culture pour aujourd'hui. Très bonne journée.